Aujourd'hui, 25 personnes travaillent à la fédération au sein de deux grands services. Un service dit pôle administratif qui va gérer les dégâts de gibier, les inscriptions, formations, permis de chasser, faire la gestion financière et comptable de l'établissement, et également une équipe juridique. En ce qui concerne le pôle environnement, il est composé de plus de 10 personnes maintenant qui travaillent à la gestion des milieux naturels, à la gestion de la chasse et au suivi des populations de gibier. On dirait l'adulte. Là, tu vois, le liseré blanc, tu vois. Ensuite, tu vois ici. Ça, c'est muet, pas ça. Elle est concave, la plume, là. Oui, tu vois, elle fait une pointe. Ouais. Ça, c'est adulte. Le conseil d'administration de la Fédération des chasseurs du Doubs est composé de 14 membres répartis sur chacun des pays cynégétiques et un membre représentant les chasses privées. La politique fédérale est définie lors des réunions du conseil d'administration. Les administrateurs entretiennent un lien précieux entre la fédération et les chasseurs. Il est nécessaire que nos adhérents s'approprient les orientations et les stratégies de la fédération et partagent des valeurs communes. En complément, les élus participent à des groupes de travail ou à des commissions qui permettent une étude plus approfondie des projets fédéraux et la mise en œuvre des actions retenues. La fédération peut compter sur l'implication de ses 7385 adhérents chasseurs. 47% d'entre eux effectuent des missions bénévoles aux côtés de la fédération pour le suivi de la faune sauvage, les activités sociales, culturelles ou de formation, ainsi que pour la gestion des milieux naturels. Cela représente environ 76 heures de bénévolat par personne et par an. L'âge moyen des chasseurs du Doubs est de 52 ans et 4,3% sont des femmes. 2 chasseurs du Doubs sur 10 ont moins de 35 ans. En 2021, 267 candidats ont passé l'examen du permis de chasser avec un taux de réussite très encourageant de 80,15%. Alors tu as eu impeccable, 29, tip top. Les fédérations départementales des chasseurs du Doubs et de la Haute-Saône conduisent actuellement et pour une durée de 3 ans un projet visant à mieux connaître les interactions des différentes populations de cerfs interdépartementales situées au nord de l'autoroute A36 et séparées par la ligne à grande vitesse. Au-delà d'améliorer la connaissance de l'aire de répartition des différents noyaux, de leur déplacement et de leur interconnexion, il s'agit également d'évaluer la perméabilité des infrastructures routières et ferroviaires. Pour cela, il est prévu d'équiper une quinzaine d'animaux de colliers GPS couplés à la pose de pièges photographiques sur des points stratégiques de franchissement des ouvrages d'art tels que les passages à faune ou les ponts. Les premières actions ont débuté dès l'automne 2021. Grâce au soutien financier de l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs, on a reconduit en 2021 le programme initié en 2020 qui consiste à diminuer la mortalité de la faune sauvage en période de fenaison. Le principe repose sur la prospection de parcelles déclarées par les agriculteurs avec des drones équipés de caméras thermiques. En 2021, on a prospecté 160 hectares, on a dénombré 28 chevreuils, 5 lièvres, et en plus 17 faons, dont 6 ont été attrapés et équipés avec des bagues auriculaires. Ce programme va être reconduit en 2022. On espère avec des surfaces prospectées plus importantes parce qu'en 2021, on a été contraint par les conditions météo qui ont concentré en fait les travaux de récolte sur de courtes périodes et on n'a donc pas pu répondre à toutes les sollicitations. L'extension des friches industrielles sur le pays de Montbéliard contribue à la prolifération du sanglier. Les populations d'animaux présentes dans ce secteur périurbain génèrent des nuisances pour les riverains, accentuent les risques de collisions routières et provoquent des dégâts considérables aux cultures agricoles.
Le 7 mars 2022, le préfet du Doubs a réuni le président de Pays Montbéliard Agglomération, les maires des communes concernées, la Fédération des chasseurs et les représentants agricoles afin de signer une convention exposant un plan d'action concerté pour réduire durablement les populations de sangliers en zone périurbaine. Limiter les zones de remise de sangliers par un débroussaillage régulier des zones de friche. Faciliter l'action de chasse en accord avec les propriétaires des parcelles sensibles. Limiter les effectifs de sangliers dans les secteurs où le tir en sécurité est impossible. Prélever des sangliers et repousser les animaux des secteurs non chassables vers les secteurs chassables. Le préfet pourra ordonner des opérations administratives exceptionnelles lorsqu'aucune autre solution alternative ne sera possible. Selon l'UICN, les populations de lièvres d'Europe sont qualifiées de décroissantes sur leur aire de répartition, notamment dans les habitats majoritairement herbagés, malgré une pression cynégétique très faible. C'est pourquoi la Fédération des chasseurs du Doubs a souhaité améliorer très significativement les connaissances relatives à la conservation de l'espèce dans ces milieux. Face à cet objectif ambitieux, elle a choisi de privilégier une approche scientifique exigeante et d'y adosser les moyens techniques les plus avancés. Les faibles densités de lièvres sauvages ont nécessité de relâcher en nature des animaux nés en captivité. On y travaille depuis 2018 avec le cabinet d'études Fauninov qui nous assiste scientifiquement sur l'opération. Les lièvres ont été acclimatés dans des parcs de grande superficie pour être ensuite recapturés et équipés de colliers émetteurs de dernière génération. Ils permettent d'évaluer la survie, les déplacements et le comportement des animaux dans le milieu naturel. Les scientifiques reçoivent chaque matin par email les données de localisation des lièvres équipés et sont alertés en temps réel de la mort d'un animal. La recherche du cadavre est alors systématique. Lorsque son état le permet, il est analysé par le laboratoire vétérinaire départemental. Après 8 mois d'études, il est constaté que la prédation est la principale cause de mortalité. Viennent ensuite les collisions routières et le parasitisme. Plus largement, cette étude associe d'autres suivis, tels que l'analyse génétique des fesses collectées sur la zone d'expérimentation. La diversité génétique de la population de lièvres présente sur le site, avant et après la conduite de l'étude, est ainsi mesurée. De plus, les comptages nocturnes permettent de mesurer l'évolution de la population à court, moyen et long terme. Les premiers résultats montrent des variations intéressantes d'utilisation des espaces agricoles et forestiers, que ce soit au cours d'une même journée, mais également au fil des saisons. Ce projet scientifique ambitieux résulte de la collaboration de 3 partenaires. Tout d'abord, la Fédération départementale des chasseurs du Doubs, qui a vraiment souhaité percer le mystère lièvre, mais aussi celle de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office français de la biodiversité, qui, au travers de l'éco-contribution, ont apporté les moyens nécessaires à sa conduite. Donc les petits points représentent les localisations des individus et tous les contours représentent les domaines vitaux des individus, c'est-à-dire dans lesquels ils vont passer 95% de leur temps. Donc là, on est en train de comparer les données de mortalité, mais surtout les données de localisation des individus en fonction de l'occupation du sol et du type d'habitat. On voit par exemple ici pour l'individu numéro 62, il passe majoritairement de son temps inactif à minuit dans les zones de prairies et de fourrage, en vert clair, alors qu'au contraire, à midi, lorsqu'il est au gîte, il va passer plus de temps, dans un premier temps au mois de septembre là, dans les zones de colza, puis ensuite en début d'octobre il passe dans les céréales, pour finir en hiver dans les zones de forêt et de boisement. Nous aurons le plaisir de présenter ces résultats lors du prochain congrès mondial Lagomorph, qui réunira les plus grands experts. En complément, une thèse de doctorat a débuté et permettra d'approfondir les connaissances sur la conservation de l'espèce lièvre. Et donc je vous donne rendez-vous pour cette seconde étape. Beaucoup l'ignorent et lui ne s'en doute sûrement pas, mais le renard est au cœur de nombreux débats. Tous les 3 ans notamment, quand il s'agit de savoir si le renard est une espèce nuisible ou non. On parle aujourd'hui plus précisément d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et dans le Doubs, comme ailleurs, c'est avec un arrêté ministériel qu'une réponse binaire doit être apportée à cette question. C'est oui ou bien c'est non. Pour prendre cette décision sont réunis autour de la table
agriculteurs, chasseurs, naturalistes, chercheurs et représentants de l'administration. Certains lui reconnaissent un intérêt en tant que prédateur de campagnols, ce petit rongeur qui peut faire des grands dégâts dans les prairies du secteur. Certains, à l'inverse, lui reprochent d'être toujours un voleur de volailles et de décimer des espèces sauvages comme les lièvres ou les oiseaux. Et pour finir, on pointe sa responsabilité dans la transmission de l'échinococose alvéolaire, une maladie parasitaire transmissible à l'homme dont le Doubs est l'un des foyers historiques. Chacun a donc ses arguments, ses contre-arguments et ses interrogations quant au classement ou pas du renard comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. En novembre 2018, émerge l'idée du projet Carelli. Avons-nous toutes les données suffisantes pour pouvoir décider? Pour trancher, il faut échanger des savoirs, réunir des informations et surtout les analyser. Carelli, pour campagnol, renard, lièvre, a regroupé dans notre département de nombreux acteurs. L'objectif étant d'arriver à guider et objectiver les futures décisions concernant son classement. La fédération est engagée depuis très longtemps dans la plantation de haies champêtres. Cette action s'articule autour de 3 volets. L'implantation de nouveaux linéaires, la formation des agriculteurs à l'intérêt des haies pour leur exploitation et la sensibilisation du grand public et notamment des scolaires en formation agricole. Cette saison, la fédération aura assuré la plantation de 5,5 km de haies, soit 12 300 arbres sur l'ensemble du département du Doubs. Cela représente un total de 14 projets portés par 11 agriculteurs, 2 particuliers et 1 commune. Compte tenu des climats, avec la sécheresse, les vaches souffrent énormément et moi elles pâturent dans des parcelles où il y a très peu d'ombrage. C'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. On a besoin d'avoir des arbres. Ça sert de coupe-vent, ça sert de protection contre l'érosion, contre les lessivages des matières actives dans le sol. C'est aussi les bienfaits pour aider la biodiversité aussi. Moi je trouve ça très intelligent comme démarche. Moi je conseille vraiment aux agriculteurs de se lancer dans ce projet parce qu'il faut s'allier avec la nature, il ne faut pas être ennemi avec la nature. Il faut arrêter d'arracher les haies et puis travailler intelligemment. En France, le linéaire de route départementale est passé de 27 000 km à 380 000 km. Dans le Doubs, le trafic routier a augmenté de 5,1%. De 2003 à 2013, on a recensé 21 000 collisions dans les départements du Doubs, du Jura et de l'Ain. La fédération, soutenue par le département, depuis 2016, contribue à l'implantation de piquets réflecteurs visant à réduire les collisions. La fédération est soutenue par le département et s'ajoute à ça 2 assurances, donc les assurances Groupama et puis TerraSure. À ce jour, 57 communes sont équipées dans le département. Donc 57 ACCA, où ont été posés 6262 réflecteurs. Donc au total, c'est 61 km de routes départementales équipées et protégées. Donc l'année 2021 s'achève de manière un peu particulière au vu du contexte sanitaire qui a impliqué peu finalement d'opérationnel avec du comblement de reins, de la réouverture de marais, etc. Par contre, ça a permis de mettre en place de nouveaux projets avec la genèse de vraies perspectives pour 2022-2023. Il y a la stratégie zone humide avec les 3 départements, donc du Doubs, de Haute-Saône et du territoire de Belfort. Par exemple, aujourd'hui, on est à côté d'une mare. Effectivement, ça a pu être fait dans le cadre de la stratégie zone humide. On aura aussi plusieurs projets de restauration sur les sites de Gémontval, Landresse toujours, Cholet-Passavant, avec tous les sites historiques. Donc 2021, peu d'opérationnel, mais finalement ouvre des vraies perspectives pour la suite et a permis l'organisation de comités de pilotage pour 2022 et 2023. Ce projet de restauration, donc, il est financé en fait grâce à l'Agence de l'eau et donc en collaboration avec les fédérations de chasse donc, de Haute-Saône et du territoire de Belfort, donc la fédération du Doubs, pilote en fait ce projet de restauration de 25 mares agricoles ou forestières. Donc l'objectif c'était de sélectionner des mares qui étaient anciennes, atterries et qui en fait n'agissaient plus pour le maintien en fait, de la ressource en eau. Donc c'est pour ça que Landresse a été sélectionné au niveau de ces mares. Et on a également donc, les mares de Mancenans, de Genêt, de la Longeville, de Fournet-Blanche-Roche et de Recolonne qui feront aussi l'objet de
Oui, de ce 25 programme. au total. Voilà, en fait. 25 sur les 3 départements, donc 10 dans le Doubs. Ça fera une réserve d'eau pour protéger la nature avant certains gibiers, même les petits oiseaux, puis tout, qu'ils auront toujours un petit peu d'eau à boire. Pas d'eau, pas de vie. Hein. Et puis on ira sur Mars. Pour tout, comme on devrait déjà amener de l'eau avant d'amener des hommes. Hein. En 2021, le pôle juridique a traité 1211 demandes adhérents. Ces demandes portent sur des thématiques diverses, comme les droits de chasse, les documents de gouvernance, le fonctionnement des assemblées générales ou encore la modification du territoire des ACCA. Suite à la réforme de la chasse de 2019, un certain nombre de missions de service public ont été attribuées aux fédérations départementales des chasseurs. Ces missions étaient auparavant attribuées au préfet du Doubs. Dans le cadre de ces nouvelles missions, le président de la fédération prend des décisions administratives qui sont publiées au répertoire des actes officiels sur notre site internet. Cette année, on compte 134 décisions rédigées et publiées par le pôle juridique. Dans le cadre de cette réforme, la fédération est également en charge de la gestion des documents de gouvernance. À ce titre, le pôle juridique a contrôlé et approuvé tout au long de l'année 2021 les règlements intérieurs et de chasse des ACCA. Par ailleurs, une quinzaine d'infractions à l'environnement ont été résolues via le dispositif d'ATER. Pour rappel, la fédération est signataire de la convention d'ATER qui repose sur un partenariat entre les acteurs du monde rural spécialisé dans les domaines de la chasse, de la forêt, des milieux aquatiques et agricoles. 6 commissions juridiques ont été réunies en 2021. Ces dossiers concernent 15 infractions relatives à la chasse. Au final, ce sont 12 constitutions de partie civile qui ont été transmises à l'autorité judiciaire. S'agissant de la commission de médiation, le pôle juridique a organisé une seule commission de médiation en 2021. Ce chiffre démontre toute utilité de la mise en place du règlement intérieur et de chasse, les fameux RIC. En effet, ce document permet de désamorcer les problématiques au sein des sociétés de chasse, ce qui a entraîné une baisse des conflits internes et donc une baisse des commissions de médiation. Dans le cadre de sa coopération avec la SPA, la fédération a traité 7 signalements concernant des chiens de chasse afin d'améliorer les conditions de vie de ces animaux en intervenant directement auprès de leurs propriétaires afin de lui apporter les recommandations nécessaires. Conformément à l'arrêté du 5 octobre 2020, tous les chasseurs de France devront suivre une formation sécurité avant l'horizon 2031. Cette formation sécurité décennale, d'une durée de 3 heures, n'est pas un examen. Elle se déroule en salle et aborde uniquement des notions théoriques. Les 4 modules proposés sont identiques dans toute la France. Au cours de la saison 2021-2022, votre fédération a organisé 29 séances de formation sécurité, réunissant plus de 600 chasseurs âgés entre 65 et 75 ans. Eh bien, excellente formation, très bonne pédagogie, et c'est un moniteur de tir revolver qui vous le dit. Excellent. Je l'avais déjà faite, je l'ai encore rappris. Merci. Merci. Bon, merci. Merci. On est vraiment aujourd'hui la cible des réseaux sociaux, on est la cible de certains médias. Chaque fois qu'il y a un fait de chasse, c'est un fait dramatique. On est victime d'abord de l'époque de l'image. On est victime du fait aujourd'hui que les gens se sont coupés de ce qui était quelque chose de normal il n'y a pas encore si longtemps, c'est-à-dire la mort, tout simplement. On doit tous être militants, c'est-à-dire qu'on doit pas se cacher d'être chasseurs. Quand il y a une attaque sur les réseaux sociaux, on a déjà un temps de retard. Et d'y répondre, déjà humainement, c'est agaçant parce qu'on nous attaque. Et puis, plus on remet une pièce dans le jukebox, plus la musique, elle dure longtemps. Vous êtes à l'offensive, vous voulez vous défendre. Nous voulons nous défendre et nous voulons vous défendre. Mais soyons fiers de ce que nous sommes et pour vivre heureux, ne vivons pas cachés. S'il y a vraiment quelque chose à retenir au niveau de la communication, c'est que chaque chasseur ait la conscience permanente qui représente tout le temps, à tout moment,
tous les chasseurs de France. Il y a eu également la campagne de la Fédération nationale chasseurs, premiers écologistes de France. Là aussi, ça a fait réagir violemment, je dirais, nos opposants. Tous ici présents, nous avons un rôle à jouer pour influer sur l'avenir de la chasse. Qui parmi vous se sent écologiste? Levez la main. Voilà, parfait. L'écologie, c'est l'étude assez froide d'ailleurs de la dynamique des populations animales, des causes de leur croissance ou de leur décroissance, et des facteurs qu'il faut mettre en jeu pour éventuellement en faire ce qu'on veut. Ça peut être pour développer la population, on peut, espèces dites protégées, espèces chassables, etc. Ça peut être réduire la population, peste agricole par exemple. Sans les fédérations des chasseurs, du Doubs et du Jura notamment, nos objectifs de restauration de zones humides ne seraient jamais atteints. Si je vous présente le dernier couple de tourterelles des bois, si je le mets là devant vous, c'est le dernier couple. Qui ouvrira le feu sur ce couple? Personne. Personne. Parce que vous avez la notion de ce qu'est la biodiversité. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus de fluidité entre la science et la chasse et qu'on sache simplement s'adapter. À un moment donné, on dit bon, ben voilà, il y a une pression un peu trop forte sur tel animal, c'est la science qui le dit. Eh ben on va freiner. Et puis si on s'adresse à la science, à un moment donné, elle peut nous dire ok, cette espèce, elle peut à nouveau être chassable. Et si on sort du dogme, justement, de l'écologie politique, on pourrait peut-être un jour arriver à ça. Et voilà, c'est ce que j'espère de mes vœux. Le samedi 4 septembre 2021, la Fédération a organisé ici même, dans cette magnifique vallée de la Grâce-Dieu, une manifestation originale mêlant une balade forestière et un concert de trompes de chasse. La balade était ponctuée d'étapes culturelles, naturalistes, cinégétiques et musicales, avec comme fil rouge une œuvre méconnue de Louis Pergaud, Le miracle de Saint-Hubert. Arrivé dans la vallée de la Grâce-Dieu, près de 1000 personnes étaient présentes pour assister au spectacle du miracle de Saint-Hubert. Un grand nombre de non-chasseurs. Les textes étaient accompagnés de fanfares de trompes de chasse interprétées par près de 50 sonneurs issus de 5 groupes Doubs et Territoire de Belfort. 3 équipages de vénerie du Doubs étaient également présents avec une trentaine de chiens. Le clou du spectacle a été l'arrivée de Saint-Hubert à cheval et l'apparition du cerf. En 2021 s'est vu concrétiser le projet musée qui accueillera la collection de Gérard Mouret. Afin d'identifier chaque animal, la fédération leur a implanté des transpondeurs. Les animaux, en arrivant à la fédération, étaient pour certains parasités. Ils ont donc été mis en quarantaine, puis traités par fumigation et par congélation. Une pièce a été aménagée spécialement pour les accueillir. Cette pièce est protégée hermétiquement. La température de 18 degrés y est maintenue tout au long de l'année et l'hygrométrie est fortement surveillée. La famille Mouret fait confiance à la fédération pour conserver la collection, pour la mettre en valeur et pour la présenter au grand public. La fin de 2021 a été le moyen de mettre en place également le projet scientifique et culturel du musée. Ce projet et ce document servira à mettre en place les futures thématiques et les futures animations. Mais on vous garde un peu de surprise pour l'année prochaine.